Bonjour, c'est Jacques Frantz. Je suis le parrain de ITV Célébrité Interviews. Bonjour Madame Evelyne Dress, merci de nous recevoir chez vous pour cette belle interview. Merci à ITV Célébrité Interview de vous être déplacé jusqu'à chez moi. Donc, où êtes-vous née? Ah là là, je suis née dans le train à Lyon-Perrache, en gare de Lyon-Perrache. D'accord. Mon père a dû tirer la sonnette d'alarme parce que il était prévu que ma mère accouche à Grenoble auprès de sa mère, qui habitait donc Grenoble. Et depuis la guerre, en fait, mes grands-parents s'étaient échappés de Paris pour passer en zone libre. Et donc, ils s'étaient installés à Grenoble et également à Petitchey. Ils ont dû fuir à un moment Grenoble et ils sont montés dans la montagne. Et c'est pour ça que j'ai écrit un roman qui s'appelait La maison de Petitchey. Car Petitchey est le village de mon enfance. Mais en tout cas, avant d'arriver à Petitchey, je suis née donc à Lyon, dans le train, en gare de Lyon-Perrache. Mon père a tiré la sonnette d'alarme et ma mère et moi, nous avons été transportés à l'Hôtel Dieu, qui était à l'époque un hôpital dans le 2e arrondissement de Lyon, tenu par les religieuses. Aujourd'hui, cet hôpital est devenu un complexe de luxe, avec des magasins, un hôtel, hors catégorie, etc. Je n'y suis pas encore allée pour visiter, mais c'est prévu. J'ai le projet de le faire. Et en tout cas, voilà, je suis née comme ça dans le train. Et oui, parce que les religieuses donc, qui nous ont accueillis, ma mère et moi, se sont écriées en me voyant arriver oh, « Le beau bébé que le bon Dieu vous a donné, madame ». Et donc moi, je me suis toujours prise pour une fille de Dieu parce que toute mon enfance, on m'a raconté cette histoire. Oh là là. Et donc, en fait, j'essaye de me comporter dans la vie de façon que le bon Dieu, mon papa, vous savez, c'est comme Jésus, hein, qui appelait Dieu Abba, ce qui veut dire papa en hébreu. Abba en hébreu, papa en français. Et donc, voilà, je suis comme Jésus, moi j'ai aussi mon Abba, et aussi mon père, évidemment, qui était un vrai Dieu pour moi. Je vous ai tout dit. C'est bien. Alors, quelles sont vos formations écolières? Alors, j'ai fait des études, comme tout le monde. Et puis, au bac, j'en avais assez de faire des études, je voulais faire carrière. Et donc, j'ai quitté l'école, le lycée, et mon papa, lui, voulait que je sois secrétaire de direction. Et donc, il m'a payé des cours chez Pigier. Et je me souviens qu'il s'était vraiment sacrifié pour pouvoir m'offrir une année d'école comme ça.
Et moi, dès les premiers jours, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Je vais pas réussir à supporter la sténo. Bien sûr. Et donc, il se trouve que mon frère fréquentait un jeune homme qui, enfin, avait un copain, hein, je veux dire, Bien sûr. qui préparait le concours du centre de la rue Blanche. Et donc, je lui ai dit, oh là là, ce serait mon rêve. Ben, t'as qu'à te présenter, tu verras. Tu ne seras pas reçu puisque tu n'as rien, tu n'as pas suivi de cours, tu sais rien. Mais au moins, tu verras comment ça se passe. Et donc, je lui dis, d'accord, mais alors qu'est-ce que je dois apprendre? Et il m'a donné les 2 scènes à apprendre, c'est-à-dire Sylvia du jeu de l'amour et du hasard et Marianne dans les caprices de Marianne. Donc j'ai appris les 2 scènes qu'il m'a montrées et puis je me suis inscrite 5 jours avant la clôture des inscriptions au centre de la rue Blanche et j'y suis allée la fleur au fusil puisque je ne savais rien de tout ça et le premier tour je l'ai réussi. J'avais passé Sylvia du jeu de l'amour et du hasard. Et le lendemain était le 2e tour. Et là, je me souviens que tout à coup, j'ai eu le trac parce que je me suis dit, quand même, il n'y a que 2 tours, j'en ai déjà un, il faut absolument que j'ai le 2e. Bien sûr. Et j'ai eu le 2e. Voilà. Et quant au garçon qui m'avait mise sur le coup, lui n'est pas rentré au conservatoire, enfin au centre de la rue Blanche. D'accord. Et donc j'ai fait des études très studieuses, j'ai tout appris de mon métier pendant 3 ans. Je suis de la même génération que Francis Huster, Jacques Weber, Jacques Spiesser, Evelyne Buil, Colline Serrault. C'était vraiment une très très bonne session, et, puisque tout le monde a fait carrière, presque. Bien sûr. Et donc j'ai appris là, pas seulement à dire des textes, mais aussi à vivre avec des gens dans ce métier. Bien sûr. Parce que mes camarades, eux, étaient bien plus, comment dire, ils avaient fait des cours, ils étaient complètement déjà dans le métier. D'accord. Voilà, donc ils m'ont tout appris, j'ai tout appris. J'ai su dès le début que ce serait un monde difficile. Et c'était qui votre prof de théâtre? Jacques-Henri Duval et Robert Manuel. Ah, bien sûr. Voilà. Sublime. Alors, vos formations sportives, c'est quoi? Alors là, vous allez être terriblement déçus. D'accord. J'ai peur de l'eau. Ah. Ouais. Alors, la première fois où nous sommes allés au bord de la mer, puisque Petit-Chais était à la montagne. Donc moi, mon cœur bat pour la montagne. Bien sûr. Et pas du tout pour la mer, ce qui est assez rare. Hein. Les gens adorent la mer. Moi, la mer me fait peur. Donc, lorsque nous sommes allés pour la première fois à la mer, voir la mer, mon papa, pour me forcer à rentrer dans l'eau, après je vous raconterai une anecdote au bord du lac de Petit-Chais. D'accord. Donc, pour que j'apprenne à nager, il m'avait promis que si je faisais des brasses, il m'offrirait des claquettes. Vous savez, c'était l'époque de Brigitte Bardot, la Rebond Vichy, etc. Et puis des claquettes avec des petits talons comme ça. Bien sûr. Et donc, mon papa m'a offert ces claquettes parce que je suis allée faire quelques brasses. Mais quand j'étais plus petite encore, à 4 ans, donc toujours le même scénario, mon papa voulait que je rentre dans l'eau avec lui, et moi je voulais pas, j'avais peur au lac de Petit-Chais, parce qu'en plus c'était un lac froid, et j'imaginais qu'il devait y avoir des couleuvres qui nageaient dans l'eau, comme ça me faisait horriblement peur, et finalement mon papa, désespéré que je l'accompagne, est parti sans moi
il est allé nager sans moi. D'accord. Et alors moi, je l'ai vécu comme une trahison de sa part. Et je suis remontée toute seule à la maison. J'ai fait ma valise et j'ai décidé qu'à 4 ans, moi, je quittais cette famille qui ne m'aimait pas. Voilà. D'accord. Et donc, quand mes parents sont remontés à la maison, ils m'ont trouvé sur la route avec ma petite valise. D'accord. Ah oui, rebelle alors. Ouais. Terriblement rebelle depuis toujours. D'accord. Voilà. Je n'ai pas souvent raconté cette histoire. Ah ben, c'est bien. Alors, comment avez-vous commencé au théâtre? Alors, comme je vous disais, j'étais au centre de la rue Blanche et moi, je ne connaissais absolument rien de ce métier puisque mon papa était tailleur sur mesure, on était très très loin des paillettes. Il aurait pu habiller d'autres stars d'ailleurs. Et pardon? Il aurait pu habiller d'autres stars. Il a habillé Joseph Bouglione, puisqu'on habitait à côté du cirque d'hiver. Voilà. Il était le tailleur sur mesure de Joseph Bouglione. Par exemple. Mais en tout cas, ça n'ouvrait pas les portes du théâtre, du cinéma, etc. Et au centre de la rue Blanche, j'avais une copine qui était une très jolie jeune fille, très bonne comédienne, qui s'appelait Dany Clément. Et qui était la sœur de Guy Mardel. Bien sûr. Et donc, elle connaissait tout le monde. Et alors donc, je faisais équipe avec elle. Elle avait la gentillesse de m'amener partout où elle allait. Et c'est comme ça que j'ai, grâce à elle, débuté, parce que je faisais connaissance avec un tel ou l'autre. Elle m'a amené pour la première fois à la SFP. Je n'aurais même pas su trouver l'endroit, le début de Chaumont. Et on restait comme ça des jours entiers dans le couloir de la mort, ça s'appelait le couloir de la mort, à attendre qu'un réalisateur sorte du bureau ou un assistant. Monsieur, je peux vous donner ma photo? Et, voilà. Et donc, de fil en aiguille, j'ai rencontré du monde et puis j'ai commencé à travailler. D'accord. Et ça vous a plu de suite, hein? Ah oui, je n'ai jamais rien fait d'autre. Hein. Je ne sais pas faire autre chose. D'accord. Et votre première pièce au théâtre, c'est quoi? Alors, je crois que c'était une trilogie Molière. D'accord. Donc des classiques. Des classiques, Le Cœur des femmes, Le Misanthrope. Il y en a un troisième, mais je ne sais plus lequel. Et c'était monté par Jacques Lorset, qui était de la Comédie Française. Alors vous qui avez été une comédienne, une bonne comédienne, comment vous appreniez vos textes? Le soir, la journée, vous pouviez faire 50 choses à la fois et apprendre vos textes? Non, je ne sais pas faire 36 choses en même temps. D'accord. Je pense que je devais apprendre du matin au soir. Il faut vraiment posséder le texte pour pouvoir bien le dire, l'intégrer, le digérer. Depardieu disait l'autre fois, il faut même l'oublier bientôt. Oui, bien sûr. Hein, en clair, c'est ça. Oui, mais vous savez, c'est la même chose quand vous jouez du piano, enfin, ou d'un autre instrument. Moi, j'ai l'expérience du piano, et donc je sais que mes doigts, eux, connaissent la partition. C'est-à-dire que ça passe plus par la tête, ça passe par les doigts. Ils vont tout seuls sur le clavier. Et ben la mémoire, c'est ça, quoi. Bien sûr. C'est un truc. Si tout à coup vous commencez à penser au texte, c'est fini. Je crois que c'est à ce moment-là que vous avez un trou. D'accord. Alors quel est le rôle le plus, on va dire, le plus important qui vous a fait connaître le plus dans votre carrière, hein? Ça va pas être une révélation, hein. Tout le monde le sait, c'est Et la tendresse, bordel, qui m'a fait tout à coup passer d'actrice connue à actrice reconnue. C'est-à-dire que ça faisait 10 ans que j'étais dans le métier, j'avais joué des choses importantes comme Le Marchand de Venise avec Claude Dauphin au théâtre Édouard VII, beaucoup d'autres spectacles. J'ai joué L'Argot désolat Pluto de Václav Havel au théâtre La Bruyère, enfin bon, les grands textes. Oui, là c'est le théâtre et le cinéma mélangé. Mais pour les jeunes qui ne vous connaissent pas. Non, mais justement, c'est-à-dire ça faisait 10 ans que j'étais là, que j'avais bonne réputation de comédienne, mais ça passait pas
au niveau de la notoriété, quoi. Bien sûr. Et puis, j'ai joué une comédie musicale au Café de la Gare qui s'appelait Planton sous la suie, avec Michel Blanc. Et Patrick Schulman, le réalisateur de Et la tendresse bordel, est venu voir le spectacle, dont on parlait beaucoup dans Paris. Bien sûr. Et là, il m'a vu et il m'a proposé le rôle de Et la tendresse bordel. D'accord. Alors, pour l'anecdote, Mhm. c'était un film sans le sou, fait avec des bouts de ficelle. Et donc, quand Patrick Schulman m'a reçu, il m'a dit, voilà, j'ai pas les sous pour faire le film, mais quoi qu'il arrive, moi, je démarre au mois d'août, caméra à l'épaule s'il le faut, alors lisez mon scénario, je suis le futur Woody Allen, le plus grand metteur en scène des 10 prochaines années. D'accord. Alors moi qui avais comme ça une carrière de comédienne, de théâtre, entendre un réalisateur me dire je suis le futur Woody Allen, je me suis dit d'accord, d'accord. Je n'y ai pas cru du tout. Voilà. Et j'ai lu le scénario. Et puis j'ai vu que ça parlait beaucoup, 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 beaucoup de sexe. D'accord. Et ça, c'était pas à la mode du tout, du tout, du tout non plus. Oui. Alors, j'ai été très hypocrite, comme souvent les acteurs. Et je l'ai appelé en lui disant, monsieur, j'ai adoré le scénario, D'accord. mais c'est vraiment dommage, je suis pas libre. Et parce qu'on va partir en tournée avec Planton sous la suie, D'accord. et donc je ne serai pas libre au mois d'août. Et il m'a dit, mais c'est terrible ce que vous me dites là. Oui, oui, je comprends très très bien, mais c'est voilà. Et je suis effectivement partie en tournée D'accord. avec Planton sous la suie. On jouait à Lyon. D'accord. Et le samedi 17 juin, ma sœur m'a appelé pour m'annoncer que mon papa était décédé à la poste, en face de chez nous. Et D'accord. donc, j'ai joué le samedi après-midi et le samedi soir. Et je suis rentrée dans la nuit à Paris. Voilà. Et on s'est enfermé avec ma famille pendant une semaine Bien sûr. parce que c'était si inattendu, Bien sûr. si terrible, une épreuve incroyable. Et au bout d'une semaine, je n'en pouvais plus de cette atmosphère. On s'engueulait les uns avec les autres, tout ça. Enfin, C'est pas facile. Hein. C'était très dur. Et j'ai eu l'idée d'appeler cet homme, Patrick Schulman, qui voulait me voir, qui m'avait appelé plusieurs fois à Lyon, D'accord. et qui me disait sans arrêt, mais rentrez, il faut que je vous voie avec Bernard Giraudot, qu'on fasse des essais, etc. J'ai dit, non, non, monsieur, je ne suis pas libre, c'est pas possible. Et là, pour le coup, j'étais libre malgré moi. Et donc, je suis allée prendre le thé avec Patrick Schulman, qui m'a dit, mais vous ne vous rendez pas compte, vous êtes mon personnage, j'ai absolument besoin de vous. Et je dis, mais monsieur, je ne suis pas en état, vous voyez bien, tout ça. Il dit, mais si, il faut. Bon, et j'ai laissé courir les choses. Mon agent a discuté mon contrat sans même me demander mon avis. Et puis, le 1er août est arrivé. Je devais aller en vacances avec mon papa chez mes grands-parents. Je savais qu'il ne viendrait pas. Je me suis dit, bon, tant pis, je vais aller tourner son film. Je vais aller tourner ce film, puis on verra bien. Voilà. Ça me fera penser à autre chose. Voilà. C'est parce que j'ai lâché prise En fait. que j'ai réussi à tourner ce film. Car si j'avais été en pleine possession de mes moyens, je l'aurais refusé. Bien sûr. C'est une leçon extraordinaire pour la vie entière. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le lâcher-prise, les choses vous reviennent. Évidemment. Et ça a été comme ça tout le temps. Tout le temps. Toute ma carrière s'est faite comme ça. Chaque fois que je n'ai pas cherché à faire les choses, elles sont arrivées. Et quand je m'obstine, que je veux, que je désire, je fais reculer les choses. Parce que la pression est trop dure et ça fait peur aux gens. Et voilà.
Alors, est-ce qu'il y a un acteur hein, ou un comédien que vous avez aimé bien tourner et à contrario pas bien tourné? Ah ben, je ne vais sûrement pas vous dire. Non, non, de non. Je vais pas balancer des gens. Non, non, non. C'est pas mon genre, je Mais déteste ça. la façon de travailler. Moi, j'ai adoré deux hommes D'accord? dans ma carrière. Mhm, C'est Jean-Paul Belmondo mhm. et Michel Piccoli. D'accord. Et je vais vous dire pourquoi. Allez-y. Parce que je lance pas des noms comme ça Bien sûr. parce que ça fait bien. Non, Mhm. c'est parce que vraiment, ce sont des hommes bien. Et j'avais tourné avec Jean-Paul Belmondo. Mhm, Qui m'avait repéré dans un restaurant mhm. et qui m'a donc demandé de tourner dans Le Solitaire de Jacques Deray. Mhm. Et puis, quelques années plus tard, Robert Hossein m'a appelé pour passer une audition dans Keane. Et quand je suis arrivée, Mhm. Hossein était avec Jean-Paul Belmondo Mhm. en train de parler. Bien sûr. Et comme j'arrivais, Robert Hossein a dit Ah, Jean-Paul, je te présente Evelyne Dress, et tu la connais? Et Jean-Paul a dit Oui, j'ai tourné avec elle dans un film. C'est-à-dire, c'était le monde à l'envers. C'est-à-dire, c'est pas lui qui a tourné avec moi, c'est moi qui ai tourné un petit rôle avec lui. Et ça, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte de la générosité Bien sûr. c'est bon, pour moi, il n'y a pas de mots. C'est vraiment C'est grandiose. grandiose, oui. De la même manière, avec Michel Piccoli, Mhm. avec lequel j'ai tourné dans Le Divorcement Mhm. de Pierre Barou. Mhm. Et nous avions une séquence en voiture, Piccoli étant marié à Léa Massari dans le film, Magnifique. il en divorçait Mhm. et nous étions, lui et moi, à une réunion de parents d'élèves et il me ramenait en voiture. Et moi, je m'interrogeais, petite bourgeoise de banlieue chic, sur comment on peut divorcer, etc. Enfin, bon. Et mon personnage s'appelait Maman Lunette parce que j'étais myope. D'accord. Et je dis à Pierre Barou, tu sais, j'aimerais bien faire la scène avec mes lunettes à la main, mais pas les mettre, parce que quand je drague un homme, bah, j'ai pas envie de mettre les lunettes. Il dit, oui, oui, d'accord, je suis d'accord. Et donc, il met la scène en place. Je vois qu'il va parler avec Piccoli. Mhm. Et puis, on se retrouve tous les deux dans la voiture. Et Pierre Barou me dit, tu veux la faire tout de suite ou tu veux la répéter? Non, non, je préfère la faire tout de suite. Ok, moteur. Et donc, je commence à dire mon texte. Bien sûr. Et voilà, comme ça, À jouer avec les lunettes à la main. Et à un moment, Piccoli me dit, mettez vos lunettes pour voir. Ah, vous savez, c'est une petite myopie, hein? C'est une petite myopie. Alors voilà. Et donc, j'ai fait la séquence comme ça. Mais ça veut dire que Piccoli aurait très bien pu s'accaparer la scène, la faire basculer de son côté. Mais pas du tout. Il m'a juste donné les mots pour me faire rebondir. Grande générosité aussi. Vraiment, voilà. Deux hommes merveilleux. C'est magnifique. Vous avez réalisé, scénarisé des longs métrages. Expliquez-nous. Alors en fait, c'est tout un processus. Parce que je faisais ma carrière de comédienne, de vedette. J'enchaînais tout le temps. Et puis,
Louis Berriot, qui dirigeait France Télévisions, qui savait que j'essayais de mettre sur pied des projets avec moi comme comédienne. Je lui apportais des polars, des choses comme ça. Et un jour, il m'appelle et il me dit dites donc, vous qui avez de la tchatch, vous n'avez pas envie d'animer une émission de télé et de radio? On cherche quelqu'un pour une émission tous les soirs de minuit à 1h du matin, à la fois sur Antenne 2 et sur Europe numéro 1, qui s'appellera Entrer sans frapper. Donc moi, c'était mon rêve. J'ai toujours rêvé de faire une carrière à la Frank Sinatra, Liza Minnelli, Dean Martin, chanter, danser, rire, pleurer, jouer la comédie, les drames, les comédies musicales, tout ça. Bien sûr. Et donc, j'ai dit, ah ouais, ça serait génial. Et il m'a envoyé à Jean-Pierre Elkabbach, qui m'a fait passer une sorte d'audition. Et voilà, et j'ai été engagée. D'accord. Et j'ai donc fait cette émission Entrer sans frapper tous les soirs de minuit à 1h du matin. J'ai découvert un autre métier, une autre ambiance, et d'autres gens, et d'autres difficultés, parce qu'à l'époque, une comédienne qui se mêlait de faire de la télévision, c'était mal vu par tout le monde. D'abord par les animatrices, à qui je venais prendre leur place, et puis pour le cinéma, j'étais aussi devenue une comédienne qui faisait de l'animation, donc je ne faisais plus partie du cinéma. Donc j'ai payé très très cher cette incursion dans un autre monde. Et lorsque ça s'est arrêté, j'ai eu besoin de réfléchir à la manière dont j'allais faire mon métier. Ce qui est drôle, excusez-moi de vous couper, parce que maintenant on voit un Julien Courbet qui va faire du one-man show. Oui. On va avoir des présentateurs qui vont dans notre métier. À l'époque, c'était mal vu. Exactement. C'est ça. Et c'était exactement le contraire. Et un jour que je présentais une émission avec Guy Lux, j'avais fait un show de fin d'année, et il m'avait dit, tu verras, un jour, c'est nous qui serons les vedettes. Voilà. Nous, les présentateurs, les animateurs qui seront les vedettes. Et il avait raison. Et pourtant, c'était peut-être 20 ans avant que la bascule se produise. Bien sûr. Et donc, alors, moi, j'ai eu envie de prendre du recul pour réfléchir à ce que j'allais faire, comment j'allais rebondir, comment j'allais revenir. Et je me suis enfermée chez moi pendant 1 an. J'ai pris une année sabbatique. Et là, j'ai découvert que j'étais capable de peindre. Et je me suis mise à peindre. Et cette année sabbatique s'est transformée en 2 années. Et pendant le temps où je peignais, ce qui a été ma révélation, pour moi, c'était ma seconde naissance. Parce qu'en fait, le fait de découvrir que j'étais capable de créer par moi-même, que je n'étais plus cette marionnette qui n'existait que dans le désir de l'autre, dans le regard de l'autre, le réalisateur, les spectateurs, tout ça. J'ai découvert que j'étais capable de créer avec mes mains. Et j'ai été exposée 2 fois au Grand Palais, j'ai eu des prix, des médailles. Évidemment, ça m'a rendue invincible. Et là, pendant cette période de peinture, j'ai lu un texte qui m'a bouleversée, qui s'appelait Le Boucher, un petit livre érotique écrit par Alina Reyes, qui était un best-seller paru au Seuil. J'ai pris les droits du livre et j'ai voulu monter le spectacle. J'ai fait le tour de Paris
pour chercher un producteur, un théâtre qui veuille accepter de produire ce spectacle. Je n'ai trouvé personne parce que les mots du sexe faisaient peur à l'époque. D'accord. Et on n'avait pas encore écrit les monologues du vagin. Par exemple. C'était 30 ans avant. Eh oui. Et donc, j'ai dû monter ma compagnie et monter le spectacle. Et c'est le spectacle qui a fait courir tout Paris et aussi blablater tout Paris, puisque c'était incroyable, jamais vu. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Un autre adjectif. C'était assez ébouriffant pour l'époque. Et donc, pendant le temps où j'ai joué le spectacle avec Rufus au Bataclan, pardon, il faut préciser ça. Et pendant le temps où moi je montais ce spectacle, où je cherchais de l'argent, etc., la nuit j'écrivais un scénario de film qui s'appelait Pas d'amour sans amour, pour justement raconter cette génération qui a lutté pour son indépendance sexuelle, sociale, intellectuelle, et qui se retrouvait à l'aube du XXe siècle à se dire bon, et alors, qu'est-ce qu'on a finalement? La preuve, c'est que moi qui voulais faire des choses par moi-même, en tant que femme, eh bien, j'avais toutes les difficultés du monde. Donc, voilà, j'écrivais ce scénario. Une fois que j'ai eu monté le spectacle, je me suis dit, je vais faire le film, mais il n'y a que moi qui puisse le réaliser. Moi, j'ai imaginé les scènes, je vois les gens, tout ça dans ma tête. Hein. Évidemment, comme je n'avais jamais rien fait, qu'on n'était pas non plus à l'époque de la parité, et qu'une femme qui se mettait à écrire, à vouloir jouer, produire... Ça, c'était encore un crime de lèse-majesté. Et donc, je n'ai pas trouvé de producteur et j'ai été obligée de produire mon film moi-même. Donc, j'ai créé ma société de production. Et puis, j'ai cherché les moyens de produire ce film. Et c'est un film avec Patrick Chenet, Gérard Darmon, Martin Lamotte, Michel Duchossois, Jean-Luc Bidault, Aurore Clément, Dora Dole, Pascal Requin, Valérie Stéphane, Cécile Pallas, Tania Lopère, Jacques Penaud, Thierry Ray, Coralie Séric, je jouais le rôle principal. Je les cite tous parce que c'était extraordinaire à l'époque d'avoir un tel casting et que tous ces gens m'aient fait confiance alors que je n'avais jamais rien réalisé. C'est ça. Voilà, c'est un film donc qui nous a donné beaucoup de bonheur sur le tournage. Tout s'est très très bien passé et quand il est sorti, qu'il était terminé, je n'ai pas trouvé de distributeur, puisqu'on m'a dit, vous l'avez écrit, vous l'avez produit, vous l'avez joué, vous l'avez réalisé, vous n'avez qu'à le distribuer maintenant. Et voilà, et je l'ai distribué aussi, et j'ai fait 158 000 entrées, ce qui était très très bien. Bien sûr. Et il a fait surtout 7 129 080 téléspectateurs lorsqu'il est passé sur France 2. Et donc, France 2 me l'a racheté dès le lendemain pour un deuxième passage. Et ça a sauvé ma société. C'était à quelle année? Je l'ai réalisé en 92 et sorti en 93. En 94, il était sélectionné pour les Golden Globes à Los Angeles. Et voilà. Alors, ce qui me fait penser surtout, c'est que vous vous rappelez que Jean-Paul Belmondo était associé à René Château. Oui. Qui s'appelait Cerrito René Château, puisque Cerrito, c'était le nom de jeune fille de sa maman. Oui. Et c'est devenu Cerrito René Château. Il aurait pu vous distribuer, lui. Oui, mais enfin, Vous n'y avez pas pensé? Non. Pas spécialement? Non. Vous voyez? C'est vrai que... Je ne fréquentais pas ces gens-là, donc j'ai toujours travaillé d'une façon très solitaire. Je reste encore plus solitaire aujourd'hui, et c'est pas que j'ai pas d'autres films à faire, hein. Mais bon, voilà. Alors vous êtes aussi auteur de plusieurs romans, vous pouvez nous expliquer? Eh bien, après l'expérience de Pas d'amour sans amour, en fait, je n'étais pas prête à tourner tout de suite un autre film, parce que
Pas d'amour sans amour avait été si difficile donc à monter, à produire, et ensuite à réaliser, ensuite à distribuer, puis ensuite à le faire vivre, parce que je l'ai accompagné pendant 1 an sur les routes de France, et pas seulement puisque je suis allée, il m'a fait faire le tour du monde ce film. J'ai fait Paris, Los Angeles, Tahiti, Nouméa, l'Australie, Sydney, Paris. J'ai fait la boucle. Alors, la distribution, c'était en salle de cinéma direct? Oui. D'accord. Oui. Ok. Je l'avais fait pour le cinéma. Mhm. Donc il est sorti comme ça, dans toutes ces salles, comme ça, Mhm. avec cet arrêt à Los Angeles, puisque j'ai été sélectionnée pour les Golden Globes. Et c'est le stop pour aller à Tahiti d'ailleurs. Et voilà. Donc, voilà. Et donc, quand j'ai eu fini de m'occuper du film, Mhm. alors, bah, le téléphone ne sonnait plus pour la comédienne. Il faut être honnête. Et s'il sonnait, c'était pour des choses qui ne m'intéressaient pas. Et donc, j'ai la chance que Plomb, Mhm. ayant vu Pas d'amour sans amour, m'ait demandé si j'avais envie d'écrire. D'accord. Et donc ça a commencé comme ça. Je me suis mise à écrire à la demande d'un éditeur. C'est bien ça. Et ça m'a tellement plu Mhm. que finalement c'est ma vie, c'est devenu ma vie. Alors je ne sais pas si au bout de 6 romans, et là le 7e qui est en train d'arriver, D'éclore, hein. plus que 7 puisque j'en ai un autre là qui va sortir en avril, Mhm. si on peut dire qu'on est déjà écrivain. Mhm. Mais en tout cas, Ah oui, bien sûr. c'est ce qui me fait vivre Mhm. à l'heure actuelle, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce que j'aime faire. Et je me dis que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Parce que vous savez qu'une comédienne qui prend de l'âge, il y a de moins en moins de rôles. Et donc c'est une chance merveilleuse, inouïe, d'avoir découvert que j'étais capable d'écrire et d'y trouver du plaisir. Et en plus, ça correspond en fait à mon tempérament de solitaire, puisque je me confine à longueur d'année pour mon plaisir. En fait, c'est ça que j'aime. Et en vérité, je rencontre la petite fille que j'étais au fond de moi quand j'étais à Petitchet et que j'avais envie que mes parents rentrent à Paris et me laissent toute seule dans la maison. C'était ça mon rêve. Et bien aujourd'hui, voilà, c'est ce que je vis. Je me suis retrouvée. Et donc, voilà, j'ai écrit des livres dans lesquels il y a toujours une part autobiographique, bien sûr, qui sont nourris de mes propres expériences, mais tous les écrivains peuvent dire la même chose, avec peut-être une différence par rapport à certains. Et c'est que, comme je suis un écrivain voyageur, lorsque j'ai l'idée d'un roman, j'écris un synopsis. Bien sûr. Je connais donc le début et la fin de mon histoire. Entre-temps, je ne sais pas ce qui se passe. Et donc, je me mets dans la peau de mes héroïnes et je vais vivre leur vie dans le pays que je leur ai choisi. Et en général, ça se passe assez loin de Paris, de la France. Voilà. Sauf tous ces derniers temps, et je ne sais pas pourquoi, j'écris des choses qui se passent moins loin, bien que j'ai un roman, un gros roman en écriture, qui lui se passe au bout du monde, où je suis déjà allée en repérage, et où j'ai donc vécu la vie de mon héroïne. Mais entre-temps, il s'est passé plein de choses. Et on m'a fait des demandes, j'ai eu des commandes de romans que je suis en train d'écrire. Et ce qui fait que
je repousse un petit peu ce gros roman, mais il va arriver le temps où je vais m'y remettre. Voilà. Vous pouvez quand même nous citer vos livres, pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, oui, bien sûr. Les tournesols de Jérusalem, Le rendez-vous de Rangoon, qui, par les actualités présentes, revient à la mode, quoi. Le rendez-vous de Rangoon se passe en Birmanie. Dans ce roman où j'étais partie avec une mission que m'avait confiée Reporters sans frontières, qui consistait à essayer d'aller remettre 5 000 $ à une dissidente proche de Aung San Suu Kyi. Cette dissidente venait de purger 10 ans de prison, raison pour laquelle Reporters sans frontières n'avait pas pu lui remettre son prix de 5 000 $. Ils m'ont dit, si vous y arrivez, ce sera vraiment formidable, mais ne gardez sur vous ni son nom, ni son adresse, ni son numéro de téléphone, car si on vous surprend avec ces infos sur vous, vous irez directement en prison et on ne pourra rien faire pour vous. Moi, je me suis dit, mais c'est une chance, hein. Peut-être que j'aurais jamais eu cette idée pour mon héroïne, donc je vais le tenter. Et je le raconte dans le roman. Et donc, je raconte comment dire, une situation politique à cette époque, avec le SLORC, qui est le mouvement des militaires, et qui refait surface aujourd'hui. Et Aung San Suu Kyi, qui à mon époque était en résidence surveillée, et qui en est sorti pour devenir Premier ministre, est aujourd'hui à nouveau en prison. En prison, on a Donc, entendu, oui. mon roman, Le rendez-vous de Rangoon, est parfement d'actualité. Voilà. Et après ça, j'ai écrit Les chemins de Garveline, qui est un roman pour lequel je suis partie sur les traces de la famille de mon papa. Et puis, donc, récemment, j'ai un petit livre qui vient de sortir, qui s'appelle Mes chats. Et je suis très heureuse de l'accueil qu'il reçoit. Je l'ai lu moi-même, j'ai trouvé super. Bon. Magnifique même. Ouais. Très belle histoire. Ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir et je suis très surprise parce qu'en fait, c'est un livre très court, mais je crois qu'il est très dense et qu'il fait du bien en ce moment. Et donc, j'ai des retours de critiques extraordinaires et qui me font infiniment plaisir. Alors, en avril va sortir un livre dans une collection qui s'appelle Pour l'amour de, aux éditions Magellan et compagnie. Les éditions Magellan sont une édition de voyage. Et c'est l'éditeur qui m'a demandé si j'avais quelque chose à lui proposer pour cette collection, et je lui ai proposé Pour l'amour du Dauphiné. Or, la maison de Petitchet est dans le Dauphiné, elle est sur la route Napoléon, et donc ça m'a permis de revisiter mes histoires d'enfance et de reparler de cette maison de Petitchet et des choses qui s'y sont passées. Alors, dans le roman La maison de Petitchet, je partais d'une anecdote vraie. Quand j'avais 5 ans, j'étais éperdument amoureuse du jeune homme du bout du chemin, qui lui en avait 17, et qui évidemment ne me regardait pas. J'étais un bébé pour lui. Bien sûr. Voilà. Et je suis retournée à Petitchet, comme ça, 30 ans plus tard, pour voir si c'était aussi beau que dans mon rêve. Et là, il s'est passé quelque chose. Et que je raconte donc dans ce nouveau récit. On ne peut pas dire que ce n'est pas un roman cette fois, c'est un récit. Et ben, je vous laisse le découvrir, il va sortir au mois d'avril. Et j'ai adoré l'écrire, ça m'a fait vraiment très plaisir. Entre-temps, j'avais écrit 2 albums jeunesse. Les histoires de Luna, un petit personnage que j'ai créé. Ce sont pour les enfants de 3 à 7 ans. Et j'ai adoré cet exercice qu'un éditeur est venu me demander également si j'avais pas quelque chose à lui proposer. Et j'ai inventé ce personnage. Et donc là, je vais continuer à le faire vivre parce que je l'adore. C'est une petite fille rousse. Si j'avais eu des enfants,
j'aurais adoré avoir une petite fille rousse. Parce que je sais combien les enfants sont cruels à l'école. Et je ne sais pas si c'est encore pareil aujourd'hui, mais quand on est différent, je sais que ça pose problème. Et donc, comme je sais ce que c'est que la différence, puisque moi j'ai vécu la différence en étant juive, je sais ce que j'ai vécu donc de l'intérieur, les problèmes que ça a posé parfois, même souvent. Et donc, voilà, j'aurais adoré avoir une petite fille rousse parce que j'aurais compris ses souffrances. Et donc, la Nouna que j'ai inventée est rousse. Et je l'adore. Voilà. Et là, à la lecture de mes chats, un éditeur m'a demandé d'écrire un petit livre que je dois rendre le 15 mai. Et je raconte encore autre chose cette fois. Alors c'est un roman. Bah, je vous en dirai pas plus aujourd'hui. D'accord. Mais mon personnage féminin est encore très proche de moi. Et disons qu'elle a vieilli avec moi. D'accord. Alors, est-ce que vous aimeriez encore réaliser ou jouer au cinéma ou au théâtre d'ailleurs? Mais j'aimerais tout faire. D'accord. J'ai la vie devant moi, vous savez. Alors, j'ai écrit, j'ai adapté 2 de mes romans, La maison de Petitchet et Le rendez-vous de Rangoon, dont je vous parlais justement. Et bon, il n'est plus question que je produise moi-même, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Et même si j'ai la vie devant moi, et parce que mon grand-père disait que on était fait pour vivre jusqu'à 120 ans, c'est écrit dans la Bible. Donc, c'est sûr, je vais vivre 120 ans, mais enfin bref, quand même, il faut que je me dépêche. Et donc, je ne suis pas sûre d'avoir 10 ans à consacrer au montage d'un film. Il me faudrait donc un producteur. J'ai des envies de remonter sur scène, bien sûr, au moins une fois, avant que ce soit terminé. J'aimerais, moi qui ai toujours refusé de jouer pour le boulevard, là, je trouve que ce serait très jouissif de jouer une comédie, quelque chose de léger, parce que je sais dans quel état on est quand on endosse un personnage torturé, qui a des difficultés, etc. Et ça me rappelle d'ailleurs une anecdote lorsque j'étais en Égypte, amie d'une comédienne vedette égyptienne qui s'appelait Sana Gamil, et son mari m'avait dit: oh, tu sais, je préfère quand Sana joue des comédies, parce que sinon, quand elle rentre à la maison, après avoir joué un drame, elle rejoue le drame à la maison. Et je comprends tout à fait ça. Et c'est vrai, on ne peut pas décrocher aussi facilement son rôle en rentrant à la maison. Voilà, on ne laisse pas forcément le costume sur le porte-manteau. C'est vraiment vrai ça, hein? Oui, c'est vrai. Parce qu'on prend un exemple, j'ai entendu Daniel Day-Lewis qui jouait le dernier des Mohicans, et qui justement disait que 2 mois avant, il mangeait, il vivait comme un Indien, et 2 mois après, il était encore dedans. Donc c'est vraiment vrai ça. Ben, c'est la vérité. Oui. C'est la vérité. Donc c'est les bons comédiens ça. Oui, je me souviens, quand je jouais, je répétais l'argot Desolato de Václav Havel, que j'ai donc joué au La Bruyère. Vous jouiez quel rôle là, en l'occurrence? Alors, l'argot Desolato est une autobiographie, est une pièce de théâtre écrite par Václav Havel,
et qui était quelque chose qu'il avait vécu. Un homme marié qui avait une maîtresse. D'accord. Et je jouais le rôle de la maîtresse. D'accord. Et c'était une maîtresse, comme souvent, malheureuse, puisqu'elle était backstreet, et réclamant tout le temps de l'amour, Bien sûr. n'en ayant jamais assez, devant partager avec la légitime. Bien sûr. Et donc, je cherchais, puisque j'étais là tout le temps à lui demander, mais est-ce que tu m'aimes? Dis-moi que tu m'aimes. Et pour être le plus vrai possible, il fallait que je trouve le truc, quoi. Et à l'époque, je vivais avec un homme, et merveilleux d'ailleurs. Et un soir, je me suis entendue lui dire le texte. Ah. Et de me dire, ça y est, je l'ai trouvé. C'est monstrueux. Oui, ça donne des idées. C'est terrible. Je dis, pourvu qu'il ne s'en souvienne pas quand il va me voir au théâtre. Voilà. Est-ce que vous aviez un modèle, vous, dans le cinéma en général, un homme ou une femme, qui vous a fait aimer ce métier? Ben, j'ai adoré Jeanne Moreau, Annie Girardot, qui sont les femmes qui étaient là, en place, vedettes à mon époque. J'ai aussi adoré Brigitte Bardot. D'accord. Voilà. Aux États-Unis, vous avez un préféré? Aux États-Unis, j'aime tous les hommes. Ah. Mais quel est le jeu? Tous les hommes, tous les réalisateurs. D'accord. Et je regrette de ne pas être américaine. Ouais. Mais vous avez un comédien qui vous plaît vraiment? Pas physiquement, mais le jeu, je parle. Hein. Dustin Hoffman. Ah, par exemple. Ah oui, par exemple. Par exemple. Voilà. Robert Redford. Ah, je peux vous raconter quelque chose. Allez-y. À propos de Robert Redford. Robert Redford, je n'allais pas voir ses films. Parce qu'il était trop beau. Je me dis, on ne peut pas être aussi beau et aussi bon. C'est pas possible. Voilà. Et pourtant, c'est son cas. Et j'ai donc dédaigné Robert Redford pendant des dizaines d'années. D'accord. Et puis, alors que j'avais écrit l'adaptation de La Maison de Petit-Chais, mon directeur de production m'a dit, vous devriez aller voir Et au milieu coule une rivière. Quel film? Et donc, je l'ai vu en DVD. Je ne peux pas vous dire l'émotion que j'ai ressentie. Et je me suis dit, Robert Redford n'était pas dans le film, il était le réalisateur. On est d'accord. Et je me suis dit, un homme qui réalise un film porteur de sens à ce point ne peut pas être un homme mauvais. Et là, j'ai regardé tous les films avec Robert Redford et je suis tombée raide dingue amoureuse de lui. Ma chère Evelyne Dresse, on vous remercie pour cette belle interview. Merci à vous.
Bonjour, c'est Jacques France. Je suis le parrain de ITV Célébrité Interviews.